d'être passé sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez juste quelque chose à ajouter, Théo, avant qu'on le libère. Moi, je le félicite et puis ça va en ligne droite avec l'ouvrage que j'essaie de proposer aujourd'hui. J'ai cité la Casamance comme une région qui a plein de potentiel et qui a beaucoup d'opportunités et de ressources. On peut aujourd'hui les exploiter pour amorcer un développement économique. Et je vous félicite encore une fois de plus. C'est très courageux. Donc nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Donc nous allons terminer cette première partie avec vous, Ibrahima Théolam. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. On vous avait reçu, je pense, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je pense il y a 2 ans, c'est vrai. Avec, 1 an et demi. 1 an et demi, c'est vrai. Vous parliez de votre association qui s'appelle Proxime Jeunes. Vous en êtes où avec cette association? Est-ce que ça marche toujours? Ça aboutit. On travaille avec les lots d'interrogation que nous sommes confrontés, mais on se bat, on essaye de faire des choses concrètes. C'est à partir un peu de cette expérience que vous avez, je pense, pu faire cet ouvrage qui s'appelle « Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite », que vous publiez aux éditions L'Harmattan. J'ai vu que vous avez été préfacé et postfacé par des politiciens, à savoir Ahmad Dansokho et Seydou Gueye. Pourquoi des politiciens pour préfacer et postfacer un ouvrage qui parle d'entrepreneuriat? Pourquoi vous n'avez pas cherché à avoir des entrepreneurs qui ont réussi? C'est une entreprise. La question aussi. Alors, si je peux me permettre, merci déjà de m'avoir reçu. C'est très... En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu. La question, je vais donner une clarification par rapport à votre position, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde pense que les politiciens n'ont pas de métier. Mais si je prends le cas du ministre d'État Ahmad Dansokho, il a un métier d'abord avant d'être politicien. Mais en plus de ça, je l'ai choisi par rapport à son engagement militant. Oui, je sais. Mais le métier, est-ce qu'il a eu à l'exercer? Est-ce qu'on le connaît en tant qu'entrepreneur? Ça, j'en doute peut-être. Alors, moi, l'aspect que j'ai cherché, il a poussé beaucoup de jeunes à entreprendre et à développer leur talent et leur esprit de créativité. Et pour moi, c'était important de saluer cet engagement militant et de lui donner l'opportunité. Parce que si on devait faire un sondage dans la salle pour dire quel est le métier d'Ahmad Dansokho, tout le monde dira politicien. Or, derrière le politicien, il y a un métier. Et le métier de Seydou Gueye aussi. Il a appris en Russie et qu'il n'a jamais travaillé. D'accord. Donc, je me permets de préciser aussi par rapport au métier de Seydou Gueye. C'est un assureur déjà, mais qui a déjà travaillé dans ces problématiques d'insertion des jeunes pendant très longtemps en France et qui a développé des théories de territorialisation de l'emploi des jeunes à partir de l'exploitation des activités connexes. Donc c'est un sujet qu'il connaît déjà et il le pratique tous les jours. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous taquiner un peu. Là vous faites un peu, vous sortez un livre qui ressemble beaucoup au livre, comme je l'avais dit une fois à Moboudi Situnkara aussi, qui ressemble au livre que sortent les Américains. C'est le style un peu anglo-saxon. Exactement. Ça, c'est carrément, vraiment, vous avez sorti le style anglo-saxon, un peu gourou de l'entrepreneuriat pour dire aux gens, avec un petit livre vraiment bien écrit, comment on peut faire pour s'en sortir, comment on peut faire pour devenir un bon entrepreneur. Parce qu'ils ont ce talent, les Américains, de pouvoir vous transformer après la lecture d'un ouvrage, vous devenez tout de suite quelqu'un d'autre. Il peut vous galvaniser. Voilà. Mais est-ce que vous pensez avoir réussi ça, par exemple? Vous avez essayé. Mais est-ce qu'au sortir de ce livre, comme l'a si bien dit Ahmad Dansokho, je ne sais pas s'il essaie de vous flatter un peu, il dit que vous serez quelqu'un d'autre après la lecture de ce livre. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi ça? En tout cas, ce que je peux me permettre de dire, j'ai eu des appréciations positives par rapport aux personnes qui ont déjà lu le livre. Beaucoup d'étudiants m'ont contacté en me disant « Monsieur, nous avons lu votre livre et nous avons compris que c'est nous-mêmes, ce n'est pas vous. Nous pouvons aujourd'hui nous lever et prendre en main notre destin. » Les intellectuels aussi qui l'ont lu, certains m'ont appelé en me disant que c'est très intéressant de mettre en place un modèle permettant à un jeune de croire en lui-même. Donc, pour eux, pour la majeure partie des personnes qui ont lu ce livre, c'est juste j'ai développé un leadership personnel du profil du candidat à la création d'entreprise. Et moi, c'était important qu'un jeune lise mon livre et se retrouve dans son environnement
pour exploiter des activités C'est vrai que génératrices de peut-être revenus. nous, on ne fait peut-être pas partie de la cible parce qu'on commence à se faire vieux. Ouais. Mais vous pouvez être des encadreurs quand même. Lui, il est peut-être encore ce trentenaire-là, peut-être qu'il se prend. Exactement. Non, moi, c'est vrai que moi, j'étais un peu comme vous aussi. Bon, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être cet esprit d'entreprise. J'ai commencé à travailler à 23 ans. Déjà, je commençais à beaucoup réfléchir sur ce genre de choses. Et la partie que j'ai aimée un peu, je ne vais pas parler des parties que j'ai moins aimées pour ne pas influencer mes camarades, mais j'ai bien aimé les idées que vous avez données. Parce que déjà, ça, c'est quelque chose d'assez généreux. Beaucoup de gens ne viennent pas comme ça sortir des idées, voilà, sans essayer de cacher ou dire, voilà, on va me piquer mes idées. J'aime bien cette approche qui est très généreuse de parler de vos idées. On ne va pas les citer nommément pour que les gens puissent acheter le livre. Je vais parler seulement des idées l'idée numéro 1, c'est vraiment une idée qui a déjà été commencée à être exploitée. Je connais des gens sur ça, même sur ce plateau qui ont commencé à travailler dans ça. C'est vrai, l'idée numéro 5 aussi, je pense que je connais aussi des gens qui ont déjà commencé à travailler dedans. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé ça. Ça, c'est vraiment une partie du livre que j'ai apprécié. En tout cas, il y a une des idées que j'ai vues hier. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de vos chroniqueurs hier. Et j'ai vu exactement qu'il était en train de réaliser une belle affaire. Et j'étais très ravi, en tout cas, de partager ces moments très intéressants de la vie. Alors, donc, avant même d'apprécier ce que vous venez de dire, qui est vrai, j'aimerais revenir sur le pourquoi j'ai écrit ce livre. En fait, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être formé dans ce pays-là. J'ai eu des expériences significatives d'abord dans ce pays avant d'aller ailleurs pour renforcer mes capacités et mes compétences. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il ne suffit pas d'être généreux. Pour moi, ce n'est pas de la générosité. Pour moi, c'est renvoyer l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai été formé par des personnes ici qui m'ont donné du savoir-faire précis. Et il est important pour moi aussi, si j'estime avoir un savoir-faire, le partager, mais avec toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, j'ai lu quelque toutes les part Africaines et tous les Africains. que vous étiez installé à la Défense, ce qui est une marque de réussite. Ça veut dire que monsieur a vraiment réussi, parce que pour s'installer à la Défense, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais écoutez, même si je me suis installé à la Défense, même si on peut le considérer comme réussite, moi je le considère comme une fierté pour mon pays. Aujourd'hui, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'essaye de développer, je rends grâce à mon pays qui m'a donné tout et qui essaye de me donner encore plus pour que je puisse avancer dans mon projet. Alors, si je peux me permettre aussi, en fait, si vous voulez, j'ai eu la chance aussi de faire différentes missions pour accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle via la création d'entreprises ou l'activité salariée. Mais en fait, j'ai fait un certain nombre de constats aussi qui m'ont interpellé. En fait, j'ai constaté que chaque jeune a dans son environnement immédiat une source d'inspiration concrète qui peut aboutir à une création d'activités génératrices de revenus. J'ai vu qu'aussi, au niveau de chaque étape du parcours du créateur d'entreprise, il y a un lot d'interrogations qui peut interpeller la personne qui veut créer une activité. Et ce lot d'interrogations est assujetti à un lot de problématiques pour lesquelles on doit apporter des solutions précises. J'ai constaté aussi que les jeunes ont du mal à avoir des informations, en tout cas objectives, leur permettant de réaliser leur projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, nous avons des dispositifs d'accompagnement qui peuvent être aujourd'hui moteurs du développement économique. Je prends le cas de l'ASPIT, par exemple, l'agence pour la propriété intellectuelle et d'innovation technologique. Aujourd'hui, je pense que l'État doit s'appuyer sur de telles agences, leur doter de moyens suffisants, leur doter de personnes ressources suffisantes afin d'amorcer en tout cas la phase ou le processus de développement économique. Je prends aussi le cas du FONGIP, le fonds de garantie qui a été mis en place. Pour moi, ce sont des instruments forts. L'État maintenant doit en tout cas capitaliser toutes ces formes d'agences, toutes ces formes d'instruments afin de proposer d'autres orientations pour aider les jeunes à entreprendre dans un environnement local. Autre élément aussi qui est très important, la non-valorisation du potentiel humain. Moi, j'ai eu la chance, et je le dis, je le répète partout, j'ai vu des jeunes bien formés. J'ai rencontré des jeunes bien expérimentés. J'ai rencontré des jeunes mais très courageux. J'ai rencontré des jeunes très braves. Allant du mécanicien au plombier, au consultant, au concepteur de logiciels, j'en ai vu. Maintenant, moi, ce que j'ai déploré un peu, le jeune qui a des aptitudes de créer, qui a des aptitudes de concevoir un projet, des fois, il est mal
armé par rapport aux contraintes du financement, par rapport aux contraintes institutionnelles, par rapport aux contraintes d'accompagnement, par rapport aux leviers qui existent. Il ne peut pas s'en approprier. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse, il est possible de faire des choses réelles dans nos pays parce que nous avons des ressources. Il est possible de faire des créations d'activités parce que nous avons un encadrement intéressant. Il est possible. Maintenant, s'il est possible de faire tout ça, il faudrait que l'État mette en place un dispositif. C'est le cas au Sénégal, mais par ailleurs, je pense que ces dispositifs qui ont été mis en place, il manque d'autres éléments qui permettent en tout cas d'atteindre une performance avérée. Quand je parle de performance, par exemple, J'ai l'impression que vous ne voulez pas laisser mes camarades. Mais écoutez, donc je vais leur laisser la parole. Oui, parce que c'est un gros stratège. Je donne la parole à Nina. Chacun une question. Sinon, Théo va monopoliser la parole. Il va faire une conférence. Votre conférence, c'est pour tout à l'heure. C'est pas pour maintenant. Donc, on vous libère pour aller à votre conférence. Mais surtout ici, sur le plateau, vous n'êtes pas en conférence. Nina. On va lui libérer pour aller faire sa conférence à Théo. D'accord. C'est sûr, le connaissant, il ne va pas s'arrêter si on ne l'arrête pas. Exactement, ça c'est vrai. Je vous le concède. Pour avoir arpenté les couloirs de l'université Cheikh Anta Diop avec lui, je ne suis pas surprise de le voir autant défendre des projets comme ça. Et j'ai bien apprécié, c'est un manuel d'apprentissage dans lequel tout le monde peut se retrouver, tout jeune, sur ce plateau, à part Alune bien sûr, peut s'inspirer de... Ah non, mais Alune a déjà commencé à apprendre à l'âge de 23 ans. Mais attends, je ne suis pas vieux. Non, on Mais ne dit c'est pas qu'il quoi est ces vieux, on ne histoires-là? dit pas que tu es vieux. C'est toi qui as dit que tu étais vieux tout à l'heure. On l'a pas dit, hein? Lui, il a dépassé. Donc nous, on est encore dans ce cadre. Et pourtant, bien vous me sûr. parlez d'Alune. Aujourd'hui, j'ai une idée que je veux développer. Et pourtant, j'en ai parlé avec Alune parce que je sais qu'il a déjà réalisé des projets en ce sens. Il peut m'aider et m'accompagner à le réaliser. Donc, c'est un faux vieux, Mais voilà. barbe à non, Georges Clooney, c'est mais c'est un faux vieux. c'est un faux Exactement. vieux. Là, je suis d'accord avec vous. Il est tout jeune. Ce que je voudrais, Théo, partager avec toi, et c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de choses à dire. Mais tout à l'heure, on en parlait, c'était l'accompagnement par rapport aux jeunes. Mais je disais tantôt, avant de revenir à cet accompagnement qui fait défaut, même si les jeunes africains en général ont vraiment de l'ambition, ont envie de réussir, veulent entreprendre, mais ils ont du mal parce que l'accompagnement fait défaut. Je disais donc que c'était un manuel d'apprentissage et comme à l'une, j'ai apprécié autant la boîte à idées du créateur, mais aussi le parcours des entrepreneurs. Et pourquoi vous avez choisi autant de pays? C'est par rapport aux expériences que vous avez vécues. Surtout le Bénin, quand même. Oui, et les gens que vous avez rencontrés. J'ai connu beaucoup de bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans ce parcours des entrepreneurs, dans les cas pratiques, vous avez cherché à diversifier, à aller dans différents pays? On peut citer le Bénin, on peut citer le Congo, on peut citer le Sénégal. Dites-moi. Alors, j'ai fait mon choix sur des parcours d'entrepreneurs qui m'ont marqué lors des missions que j'ai eu à réaliser en Afrique. Mais par ailleurs, comme j'ai envie d'écrire un livre sur l'Afrique, sur la jeunesse, entreprendre en Afrique, les clés de la réussite, donc ça aurait été intéressant en tout cas, d'étaler quelques parcours entrepreneurs africains qui ont réussi à mettre en place des produits concrets. Et je me suis dit, le choix ne doit pas uniquement se limiter au Sénégal. Il faudrait que je creuse un tout petit peu, voir ce qui se fait ailleurs. Et j'ai été agréablement surpris de voir des jeunes qui commencent. Le projet n'est pas encore abouti et qui essayent de se donner corps et âme pour réaliser leur projet de création d'activité. Par ailleurs, j'ai vu aussi des jeunes pour lesquels les projets sont aboutis, qui ont besoin d'accompagnement. J'ai vu aussi des personnes qui ont réussi, qui ont vraiment réussi et qui ont tout pour amorcer la phase développement. Et en traversant tous ces parcours d'entrepreneurs, j'avais envie qu'un jeune qui lise mon livre se voit dans ce livre lui-même. C'est-à-dire, je m'identifie à un des personnages que j'ai cités. C'est pourquoi je me suis permis de citer des activités informelles qui ont été développées en Afrique, des activités formelles, des activités comme l'expertise comptable, c'est-à-dire des activités bien structurées, bien encadrées, homologuées par les institutions. Donc je voulais qu'à travers une lecture, un jeune se dise, je me retrouve dans ce livre-là.
Mais on retrouve beaucoup l'informel dans l'entrepreneuriat, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que quand on est dans l'informel, on est réellement entrepreneur? Oui. Expliquez-moi. Oui, moi je confirme. Lorsqu'on est, parce que moi, ma définition de l'entrepreneur, mais elle est très simple. C'est quelqu'un qui se lève le matin, qui met en place un processus de création de richesse. Donc, la vendeuse de cacahuètes au concepteur de logiciels, l'entrepreneur est au coin de la rue. Donc, mais par ailleurs, la façon dont on calcule le coût de production peut être différente. Par exemple, un concepteur de logiciels peut utiliser des tableaux de bord pour élaborer son calcul de coût d'achat, de coût de production. Par ailleurs, la maman qui est au coin de la rue peut utiliser des calculs mentaux pour en tout cas calculer son coût de production. De toute façon, peu importe l'activité que nous développons aujourd'hui, l'essentiel c'est de mettre en place un processus pour créer des activités génératrices de revenus. Bonsoir Monsieur Lam, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Donc moi j'étais vraiment ravi quand j'ai eu le livre entre les mains, Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Je me suis dit bon, ça c'est un bouquin vraiment pour moi, quoi. Et quand j'ai lu la dernière page aussi, en Afrique plusieurs opportunités s'offrent à qui sait observer son environnement. Notre jeunesse a en main les moyens de son réveil économique. Et dans nos pays où le travail salarié est rare, créer son emploi est une solution d'avenir. Et ça, je suis carrément d'accord avec vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait dernièrement qu'il ne sera jamais chômeur. Je lui ai dit, ah oui, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, j'ai fait des études, mais je ne vais jamais attendre le travail. Donc même si aujourd'hui, on ne me propose pas quelque chose, je sais que si je vais en ville, par exemple, j'achète quelque chose, le soir, je pourrai le revendre. De toute façon, j'aurai une activité génératrice de revenus. Et je pense que c'est ça le problème. C'est pour être chômeur, pour qu'on ait un taux de chômage aussi élevé, c'est parce qu'on a été un peu formaté par l'ancienne génération qui nous dit qu'il faut étudier. On nous a appris à étudier, mais on ne nous a pas appris à faire de l'argent et on ne nous a pas appris à travailler. Je pense que c'est surtout ça le problème de la jeunesse africaine aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des cas où c'est un peu différent, on le retrouve avec les baol-baol, on le retrouve un peu avec nos amis les Libanais, où très tôt, jeune, on t'apprend à travailler, on t'apprend à gagner de l'argent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit, bon, j'ai fait des études, j'ai fait 7 ans d'études, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai fait 3 ans d'études, je dépose et après, qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, peut-être pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, à attendre des coups de fil. Alors que je peux faire de l'argent quand même, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Chaque personne peut avoir une activité créatrice de revenus. Donc là, franchement, je vous dis chapeau pour le livre, mais j'ai été un peu déçu par rapport au contenu, parce que Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite, il y a Entreprendre en Afrique dans le livre, mais moi, je n'ai pas vu les clés de la réussite. Parce qu'il y a des exemples d'entrepreneurs, il y a des exemples que vous donnez, comme Alune disait tout à l'heure, très intéressants pour des projets, pour des jeunes qui ont envie de créer des entreprises. Je vais prendre par exemple le numéro 1 qui m'a fait sourire, où vous parlez de la création d'une entreprise de conciergerie privée dans le luxe. Mais c'est trop tard parce que j'ai déjà créé ça depuis 2011. Tout à l'heure, il voulait la placer. Il est en train de faire de la clandestinité là. Mais il faut la formaliser. Oui, mais non, c'est formel. J'allais amener les plaquettes, j'ai oublié. J'ai oublié d'amener les plaquettes. Mais même quand vous parlez du logiciel de gestion des malades, des patients, ça existe déjà. Il y a l'entreprise Seissou qui a créé ça. J'ai travaillé un peu avec eux pour commercialiser ça. Mais donc, je veux dire, il y a des exemples qui sont très intéressants, mais bon, peut-être que pour un drogué d'entrepreneuriat comme moi, malgré mon jeune âge, j'ai créé à créer, je n'ai pas fait entreprise déjà dans ma vie. Je m'attendais aux clés de la réussite. Je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup. Il y en a qui ont
Ouais, la plupart ont échoué, il faut le dire. Mais comme on dit, il faut savoir rebondir. Exactement. Donc, je m'attendais aux clés de la réussite. Mais bon, je suis un peu resté sur ma D'accord. faim. Comme il insiste sur la clé de la réussite, mais déjà, vous êtes les clés de la réussite. Parce que j'ai découvert un peu les activités que vous menez aujourd'hui. Je pense que vous êtes d'une fierté au niveau de la jeunesse. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour revenir maintenant à votre question, je vais vous expliquer le cas d'un jeune que j'ai présenté dans mon livre, qui était présent à la cérémonie de dédicace à l'hôtel Terrovi le samedi passé, Tidiane Seck. C'est-à-dire, lui, il n'attend personne. À sa 3e année de licence agroforestier, il exploite déjà un lopin de terre. Alors, il prépare sa production à l'enceinte en dehors de l'université, mais il vend ses denrées au niveau de l'université. De Ziguinchor. De Ziguinchor, l'université Assane Seck. Pendant ces heures perdues, il exploite son lopin de terre. Par ailleurs, à chaque événement, il prépare une activité génératrice de revenus, que ce soit les tabaskis, les gamous, les corutés, les magal. Il s'organise, en tout cas par rapport à un portefeuille bien précis, et il met en place un processus de commercialisation des biens dont nous aurons besoin par rapport à ces événements. Autre chose, l'étudiant, Tidiane Seck, travaille sur un projet de mise en place d'une ferme agro-pastorale pour 2014. Et j'ai été agréablement surpris lors de la cérémonie de dédicace. Il nous a révélé une information mais qui nous a tellement fait rire, mais on était tellement séduits par son approche. Il a dit qu'il a créé un nouveau GIE, un groupement d'intérêt économique, avec 7 personnes. Il a conduit d'autres jeunes à s'intéresser à ces activités aujourd'hui. Donc je me dis, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont passifs, certes, mais vous avez des jeunes actifs aussi, qui brillent et qui essayent d'amener les autres jeunes à aller de l'avant. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, ce livre, je me dis, tout jeune qui le lit peut s'identifier à ce manuel. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, déplorer, c'est que les exemples que vous avez cités, Oui. on aurait pu aller un peu plus en loin. profondeur. Exactement, je suis Peut-être d'accord avec citer vous. un nombre moins important d'exemples et Exactement. puis aller un peu plus loin Je avec suis les entrepreneurs. avec des autres. Je suis tout à Ça fait veut d'accord dire avec que moi, vous. je pense Voilà. que, pour abonder dans le même sens, vous avez Oui. bien démarré. Exactement. Vous avez bien démarré le livre. Exact. Mais il y a une parce suite, que il y aura voilà, une suite. quand je parlais de l'exemple anglo-saxon, eux, ils misent surtout sur le mental. C'est ça. C'est-à-dire que Le quand vous potentiel, parlez. le Voilà, exactement. Moi, je m'attendais à ce que Peut-être les que Kémy va revenir. entrepreneurs, Donc, les je vais pas rentrer un peu. partagent un Juste peu une leur petite expérience avec précision. le Je lecteur. vais laisser pour l'aider développer à- ça. Juste une petite précision, s'il vous plaît. Moi, je me suis dit, j'avais écrit un livre volumineux. Je me suis dit, mais attends, par rapport à mes expériences, les jeunes, pour l'instant, n'ont pas besoin de tout ça. Tout ça. Ils ont besoin juste du développement de leur potentiel humain. Mais maintenant, une fois que le potentiel humain est au rendez-vous, je suis en train de préparer un autre ouvrage pour, en tout cas, aborder ces questions-là. Donc, d'ici prochainement, nous aurons l'occasion Kémy Seba. d'aborder ces sujets. Bonsoir, monsieur Théolam. Bonsoir. Rebonsoir pour être plus précis. Justement, comme le disait mon très cher grand frère Alioune, la lecture de cet ouvrage, à mon sens, a été positive parce que l'idée d'entreprendre, l'idée de mettre ça par écrit et l'idée de pousser les jeunes à, mentalement parlant, se questionner sur leur capacité ou leur non-capacité à agir est quelque chose qui, en ce XXIe siècle, à une période où le taux de chômage en Afrique, dans certaines contrées du continent bat des records, est extrêmement grave. Je pense qu'il est important qu'on ait des personnes comme vous. Vous me faites un peu penser, je ne sais pas si vous connaissez Farah Gray aux États-Unis, qui est le fils d'un grand panafricain d'ailleurs, qui s'appelle Dr Khalid Mohamed. Je précise toujours, je le place parce que c'est mon marabout à moi, à titre personnel. Et ce Farah Gray là justement a eu son succès en écrivant des ouvrages synthétiques comme ceci, incisifs comme ceci, et qui touchent le mental d'une jeunesse qui bien souvent se cherche, qui n'a pas forcément les clés, qui n'a pas forcément de grands frères ou de pères qui sont là pour les orienter. Donc moi je pense que ce livre-là, en plus il est très court, va faire un véritable carton si ce n'est pas déjà le cas, ça me paraît évident. Maintenant, allons dans le fond rapidement du bouquin. J'ai eu une lecture et un plaisir qui a été, on va dire, inégalitaire. Je m'explique. Et la première partie du livre, qui va dans le sens moi-même de ce que je fais quand je vais donner des conférences dans les écoles, dans les universités, par rapport au panafricanisme, l'entrepreneur et son environnement, ou l'introspection avant de se lancer, c'est quelque chose qui ne touche pas simplement le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit toucher toute personne qui rentre dans le domaine d'une action, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit spirituelle ou autre. La compréhension de son environnement.
Je prends mon exemple à titre personnel et ça va me permettre d'extrapoler par rapport à bon nombre d'Africains du continent ou de la diaspora qui veulent essayer de se lancer dans l'auto-entreprise ou l'entrepreneuriat de manière générale. Bien souvent, certains que je connais, ou je peux prendre mon exemple, on a une vision de l'Afrique idéalisée ou qui peut être parfois dans d'autres extrêmes catastrophiques. Et on a notre plan entrepreneurial en disant notre idée est la meilleure, on est sûr que ça va marcher, sans prendre en considération les fluctuations, j'ai envie de dire, d'une réalité africaine qui est tellement, sur bon nombre de points, en tout cas sur le terrain économique, instable, qui fait que si on n'est pas dans une démarche de connaître l'endroit dans lequel nous nous situons, la mentalité, parce qu'on ne peut pas prévoir de créer une entreprise avec des employés dans cette entreprise sans connaître la mentalité des gens avec lesquels on travaille. Sinon, on échoue complètement. Et ça, la Bible qui est même s'il parle de ces, soi-disant, ces échecs, c'est quand même quelqu'un qui, sur le terrain de l'entrepreneuriat, non, je le booste comme à chaque fois. Hein, en tout cas, il se bouge et il montre sur ce terrain-là aussi, en tout cas, à mon sens, une voie qui me paraît efficace. Si on ne connaît pas les gens avec lesquels on travaille, on échoue. Et si on n'est pas dans une démarche aussi, avant de se lancer, de se poser les vraies questions sur nos capacités, sur notre véritable volonté, sur la démarche de faire un bilan aussi sur notre activité professionnelle, sur notre activité entrepreneuriale, etc. Si on n'est pas capable de se lancer dans cette réalité, on échoue généralement. Et donc, vous avez posé, à mon sens, votre livre se limite à ces deux chapitres. Pour moi, hein, ce sont ces deux chapitres-là qui font l'ouvrage et qui font le succès de cet ouvrage. Après, et j'y viens, je termine, j'ai été beaucoup moins touché par les exemples de, bon déjà les idées de manière générale. Si vous lancez une idée pour que ça serve, si vous lancez une idée précise dans un livre et que 10 ou 20 personnes, 30, 50, 100 se lancent sur la même idée, bon, ben, c'est plus une idée puisque c'est un marché qui est bouché après. Donc le mieux, non, après c'est le tunnel, c'est la queue leu et on se retrouve à Saga Africa de Yannick Noah. Le mieux, c'est d'être dans une optique, je pense, hein, c'est mon point de vue, de laisser des idées beaucoup plus vagues, d'accord, beaucoup plus vastes, avec des axiomes de réflexion évidemment, mais sans donner la marge de manœuvre, la démarche à suivre, parce que moi j'ai lu, j'étais frustré. De toute façon, je ne cherche pas à créer, j'ai déjà mes activités, mais je me dis, ah si je cherchais, ah ben il y a ça, ah ouais mais on est 50 ou 100 ou 300 à le lire, moi c'est pas marrant, voilà. Donc ça c'est la petite critique que je vous poserai. Et puis l'exemple des entrepreneurs, ça c'est quelque chose de très subjectif, on est touché ou on n'est pas touché. Bon, certains dans leur activité me touchent profondément et d'autres, je suis beaucoup plus circonspect et je me dis aussi que la réussite des uns n'est pas forcément la réussite des autres. Donc c'est entreprendre en Afrique, je comprends votre volonté de prendre des exemples, mais je dirais, je vous poserai juste la question qui est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'en ce début du XXIe siècle, lorsque l'on parle d'auto-entrepreneuriat, qui est un schéma qui, à l'heure actuelle, contrairement à ce qu'on pense, est usité. Vous avez parlé des vendeuses ou de cacahuètes qu'on voit tôt le matin, à 7 h du matin. C'est-à-dire qu'il y a une démarche entrepreneuriale réelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas une faillite aussi sur le terrain du système éducatif, et je rejoins là ce que disaient mes frères et sœurs tout à l'heure, qui consiste à faire croire qu'il suffit simplement d'étudier, de lire des livres, et d'être dans cette démarche d'attente, comme ça peut se trouver dans certains endroits en Occident. En Occident, notamment à la Défense, coin que je connais, moi, c'était pas pour la même raison que vous, moi j'y traînais là-bas. Quand j'étais plus jeune, là où j'y traînais, c'était pas pour des choses sympathiques à l'époque où j'étais égaré. Là où vous, c'est pour des raisons beaucoup plus nobles et louables, et ça, je vous en félicite. Mais en Occident, eux, on étudie 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a du chômage, mais évidemment qu'on est plus apte à trouver du travail, alors qu'ici, paradoxalement, ceux qui trouvent le plus d'activités professionnelles ne sont pas forcément ceux qui, systématiquement parlant, étudient. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait, j'ai envie de dire, une plus grosse incursion de personnes aussi brillantes que vous dans le schéma éducatif à l'heure actuelle pour expliquer aux gens que l'éducation est nécessaire, déterminante, mais pas suffisante. Voilà ma question par rapport à ça. Franchement, Il faut essayer de faire une réponse la plus courte là, possible, parce que là, franchement, il touche un point que je développe dans toutes mes conférences. C'est-à-dire, j'essaie de faire comprendre à mes étudiantes et mes étudiants, aujourd'hui, moi, je ne peux pas développer un modèle d'enseignement orienté sur théorie, pratique. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire, moi, je pars, par exemple, d'un exemple précis. J'ai accompagné des femmes qui sont à Yarar, qui font du savon à partir du beurre-bœuf.
Ces femmes n'ont jamais été à l'école du beurre-bœuf. C'est quoi le beurre-bœuf? C'est une plante verte qui permet de réaliser un savon et le savon s'appelle Soigne-Tout. Et le savon respecte tout le processus de normalisation et le savon a été certifié par l'Institut de transformation alimentaire. Donc ces dames aujourd'hui ont du mérite de mettre en place un produit qui satisfait mais toutes les normes hygiéniques. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas me faire comprendre qu'un jeune qui a étudié la qualité est plus brillant que ces femmes qui ont déjà réalisé un produit précis. Donc j'invite ces jeunes-là qui ont déjà eu des connaissances théoriques, pédagogiques, de s'intéresser à ces activités pour pouvoir tester leurs premières expériences. Et ça permet à ces jeunes d'avoir de réelles aptitudes et des capacités que l'entreprise a besoin aujourd'hui pour leur faire confiance. De la pratique par la théorie. En tout cas, c'est une méthode que je préconise, c'est une méthode que je défends, c'est une méthode que je partage avec l'ensemble des étudiantes et des étudiants africains et des étudiants aussi français. Donc d'une manière générale... Nous, on invite tous les jeunes à acheter le livre. Ça s'appelle Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. C'est publié aux éditions L'Harmattan. Nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Juste pour terminer. Et c'est fini. Je lance aussi un appel aux chefs d'entreprise. Je lance un appel aux entrepreneurs africains. Vous savez, moi je vais le dire et je le dis partout. Si quelqu'un a réussi dans ce pays-là, c'est grâce à notre Sénégal, c'est grâce à notre Afrique. Si quelqu'un a réussi, moi je l'invite de tendre la main aux autres jeunes qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de franchir l'étape. Donc aujourd'hui, ça aurait été intéressant que les chefs d'entreprise s'organisent en fonds d'investissement pour amorcer la phase financement du projet. Comme des business angels, comme ça se fait dans d'autres pays. Les chefs d'entreprise doivent aussi se mobiliser pour accompagner les jeunes dans le suivi et l'évaluation de leurs projets. Les chefs d'entreprise doivent rencontrer, mais éventuellement les jeunes pour les aider à concrétiser leurs projets de création d'activités. Le problème, c'est que la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui agissent souvent de manière clanique, de manière familiale. Si vous agissez de cette sorte, vous ne pouvez pas développer de façon exponentielle votre activité. Le fait, en fait, de créer une activité et de financer d'autres avec des jeunes, ça permet d'accélérer la croissance au niveau déjà de nos activités et ça permet en tout cas à d'autres jeunes d'avoir des possibilités et d'avoir une confiance en soi, mais d'avoir de réels acquis pour affronter aujourd'hui l'amorosité dont nous vivons. Et donc, l'appel, c'est vraiment aux chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'être passés sur